Prologue. Rencontre. Décembre 2016 Grosvenor Gardens, Londres, SW1. Victoria Station, Londres, un endroit à la fois miteux et raffiné. Une gare, un terminal de bus et, un peu plus loin, un parc triangulaire dans lequel se trouve une statue équestre du maréchal Foch, héros français de la Première Guerre mondiale. Sur le piédestal, les mots du maréchal « J'ai conscience d'avoir servi l'Angleterre ». Quelqu'un a ajouté au feutre noir, en massacrant des milliers de gens. C'est un lieu de départ et d'arrivée. Foch est entouré de platanes et de bancs marrons mouchetés de fientes de pigeons. Il y a des touristes, des banlieusards qui se rendent au travail, et de temps en temps un clochard hirsute qui marmonne dans sa barbe en buvant sa canette de bière. Ce superbe bien immobilier appartient au duc de Westminster, l'aristocrate le plus riche de Grande-Bretagne. En continuant son chemin, on arrive devant une rangée de hautes maisons néoclassiques, façon Premier Empire. Bienvenue à Grosvenor Gardens. La rue donne sur l'arrière d'une des résidences les plus célèbres au monde, Buckingham Palace. Avec une grande échelle et un peu d'audace, on pourrait se catapulter directement dans les jardins privés de Sa Majesté. Les roturiers peuvent apercevoir ces sapins qui s'élèvent dans le ciel gris londonien. Le lac de la Reine, lui, demeure invisible. Certaines maisons de la rue annoncent clairement ce qu'elles renferment, cabinet de conseil en relations publiques. Restaurant japonais, école de langue. Mais au numéro 9. 11, aucun indice sur ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur. Deux piliers encadrent une porte d'entrée noire ordinaire, près de laquelle une plaque indique la présence de caméras de surveillance. Aucun nom sur l'interphone. Au-dessus, 3 étages de bureaux. Droite en entrant, on découvre dans une modeste suite, à quelques pièces nues peintes de blanc ivoire avec un planisphère en couleur sur l'un des murs. Les stores des grandes fenêtres sont relevés juste au-dessus du niveau de la rue. Il y a quelques ordinateurs, mais aussi des journaux, une copie du Times londonien. On a l'impression de se trouver dans une petite entreprise discrète. Ce bureau abrite un cabinet britannique du nom d'Orby Business Intelligence Ltd. Le site d'Orby indique qu'il s'agit d'un important cabinet conseil en stratégie commerciale. On peut également y lire, dans un style confus, « Nous fournissons au cadre supérieur des services de renseignement et de conseil stratégique. Nous travaillons ensuite avec les clients pour implémenter des stratégies afin de protéger leurs intérêts internationaux. » En clair, Orby est une entreprise d'espionnage privé. Un secteur difficile, d'après un ancien espion britannique qui y a travaillé pendant un an avant de décrocher un emploi dans une grande société. Il existe plus d'une dizaine de firmes comme celle-là, peuplées d'anciens agents spécialisés dans le savoir-faire étranger. Ce n'est pas vraiment le monde de l'espionnage classique à la James Bond, mais pas loin. L'homme qui dirige Orby s'appelle Chris Steele. Son associé Christopher Burrows et lui sont tous deux britanniques. Steele a 52 ans, et Burrows 58. Leurs noms n'apparaissent dans aucun document public d'Orby, pas plus que leur curriculum vitae. Avec les deux brillants jeunes diplômés qui travaillent pour eux, ils forment une petite équipe. Le bureau de Steele ne laisse que peu d'indices sur la nature de son travail secret. Il n'y en a qu'un seul, en fait des poupées russes ou matrioshki, sont alignées près du bureau du directeur, un souvenir de Moscou. Elles représentent les grands écrivains russes du XIXe siècle, Tolstoï, Gogol, Lermontov et Pouchkine. Peintes à la main, elles arborent les noms des écrivains en caractères cyrilliques tarabiscotés. Le T de Tolstoï ressemble à un cygne pie tourbillonnant. Au cours de la tumultueuse année 2016, la métaphore des poupées russes s'est révélée fort saillante pour illustrer l'incroyable enquête confidentielle que Steele venait de se voir confier. Une mission explosive perçait les secrets les plus enfouis du Kremlin en rapport avec un certain Donald Trump. Et les ouvrir un par un comme autant de matrioshki jusqu'à découvrir la vérité. Ces conclusions allaient secouer le monde des renseignements américains et causer un séisme politique inédit depuis les heures sombres du président Richard Nixon et du Watergate. Steele a fait des découvertes sensationnelles et le dossier qui en a résulté accusait le futur président Trump du plus grave des crimes, la conspiration avec une puissance étrangère, en l'occurrence, la Russie. Le crime présumé, violemment démenti, contesté et, par bien des aspects, improuvable, était la trahison. Le candidat vainqueur de l'élection présidentielle américaine était, murmurait-on, un traître. Pour imaginer un scénario aussi rocambolesque, il fallait se tourner du côté de la fiction, Un crime dans la tête, de Richard Condon, qui raconte une tentative sino-soviétique de s'emparer de la Maison-Blanche, ou bien The 20th Day of January, un thriller de Ted Albury dans lequel Moscou recrute un jeune étudiant américain durant les émeutes de mai 1968 à Paris pour lui confier une mission capitale. Tout comme Steele,
Albery faisait partie des services de renseignement britanniques. Avant que son travail ne soit mis sous les projecteurs, Steele était inconnu, cela va sans dire, en dehors d'un cercle restreint d'agents de renseignement britanniques et américains et d'experts sur la Russie. Il préférait que les choses soient ainsi. L'année 2016 a été un moment historique extraordinaire. D'abord, le Brexit, décision de la Grande-Bretagne de sortir de l'Union européenne, puis, à la surprise et au grand désarroi de bon nombre d'Américains, sans parler des gens partout ailleurs dans le monde, l'élection de Trump en tant que 45e président des États-Unis au mois de novembre. La campagne qui l'a conduit à la Maison-Blanche a été rude, amère et mesquine. Au-dessus d'elle pendait une accusation, difficile à croire, un chef d'État étranger traditionnellement perçu comme ennemi de l'Amérique aurait secrètement aidé Trump à remporter une élection où personne ne l'attendait, et lui aurait même donné un petit coup de pouce sur la ligne d'arrivée. Selon ces accusations, Trump était le candidat du Kremlin. Il serait la marionnette de Poutine, un homme que les ténors du Parti républicain considéraient comme un méchant insensible du KGB, une brute et un meurtrier selon le sénateur républicain d'Arizona, John McCain. Quelqu'un qui voulait du mal à l'Amérique. Jusque-là, les accusations de complot avec Moscou étaient crédibles pour deux raisons. D'abord, l'étrange comportement de Trump durant la campagne suite aux révélations sur le piratage des boîtes mail du Parti démocrate par la Russie, qui cherchait à les divulguer pour nuire à sa rivale Hillary Clinton, Trump a publiquement incité Moscou à continuer. Lors d'une conférence de presse en Floride en juillet 2016, il a déclaré : « Les Russes, si vous m'écoutez, j'espère que vous trouverez les 30 000 emails qui manquent. Je pense que la presse de notre pays vous en serait reconnaissante. Voyons voir ce qui va se passer. » Comme l'a si bien relevé un conseiller de Clinton, Trump invitait directement une puissance étrangère à espionner un de ses opposants politiques, était cela une forme d'opportunisme de sa part ? Ou bien quelque chose de plus sinistre, de mieux organisé ? Peu de gens doutaient que les emails publiés sur Wikileaks en juin et octobre 2016 aient causé du tort à la candidate démocrate. Ils n'avaient rien de particulièrement scandaleux en soi, mais un adversaire peu scrupuleux comme Trump les voyait comme un cadeau précieux, l'opportunité de saisir les médias par le cou et agiter la bannière Hillary la corrompue. Il est important de noter que Moscou avait également volé les emails du Comité national républicain, mais que les Russes ne les avaient pas publiés. Ensuite, comment expliquer les éloges flatteurs que Trump faisait de Poutine ? Au cours des mois de tumulte précédant le vote du 8 novembre 2016, Trump n'avait pas seulement descendu en flammes Clinton et Obama, mais aussi ses rivaux du Parti républicain, le Saturday Night Live, le New York Times qui prenait l'eau, les médias américains en général, son ennemi favori Meryl Streep, entre autres. La liste était longue. A contrario, il avait qualifié le président russe de très malin. Poutine était, dans les faits, la seule personne sur Terre à échapper au flot d'invectives de Trump, balancées sur Twitter dans un style braillard à peine cohérent à des heures où la plupart des gens censés sont couchés. Trump était prêt à agresser verbalement quiconque mettait en doute ses actions, sauf son ami Poutine. Leur complicité naissante ne pouvait pas s'expliquer par une simple alchimie personnelle, ils ne s'étaient vraisemblablement jamais rencontrés. Bien sûr, ils partageaient certaines positions idéologiques, leur mépris des organisations internationales comme l'ONU et leur antipathie envers l'Union européenne, à quoi on pourrait même ajouter un certain nationalisme blanc empreint de christianisme. Mais cela ne suffisait pas. C'était comme si une curieuse allégeance s'était mise en place, par un facteur inexpliqué, une main invisible, une pièce manquante du puzzle. Trump n'encensait aucun autre chef d'État de la même manière, ni aussi souvent. Son obéissance envers Poutine allait continuer une fois installé dans le bureau ovale. Ces deux faits, la promotion des emails piratés par les Russes et l'éloge de Poutine, posaient une vraie question, Poutine avait-il fait chanter le candidat ? Sinon, comment expliquer l'engouement de Trump à son égard ? Et si oui, quel genre de chantage ? De nombreuses rumeurs circulaient, bien sûr. Certaines étaient arrivées jusqu'à mon journal, Le Guardian. Au cours des mois précédant l'élection américaine de 2016, et durant la période de fièvre et d'effarement qui a suivi. Contrairement à tous ses prédécesseurs, il avait refusé de rendre publiques ses déclarations de revenus. Son empire immobilier était tapi derrière un réseau de plusieurs centaines de compagnies douteuses. Sous forme de graphique, les holdings de Trump ressemblaient à une veste de l'eau géante, prête à exploser. Trump était-il vraiment multimilliardaire, comme il le clamait si haut et fort ? Ou bien était-il ruiné et surendetté auprès de banques étrangères ? Quel lien financier avait-il avec les autres gouvernements ? Qu'en était-il de sa famille, et en particulier de son puissant gendre Jared Kushner ? En décembre 2016,
mon collègue du Guardian Nick Hopkins et moi-même sommes allés poser ces questions, ainsi que quelques autres à Chris Steele. Nick, rédacteur du service investigation du journal, l'avait déjà rencontré et connaissait ses compétences sur la Russie. C'était également mon domaine d'expertise. De 2007 à 2011, j'avais passé 4 ans comme chef du bureau moscovite du Guardian, avant d'être enfermé dans une cellule à l'aéroport et déporté du pays, conséquence, j'en suis sûr, de mes articles peu flatteurs sur Vladimir Poutine. C'était un jeudi après-midi, 2 semaines et demie avant Noël. Les rues de Londres grouillaient de gens qui faisaient les magasins. Nous avons quitté les bureaux du Guardian pour prendre le métro à King's Cross jusqu'à Victoria Station et nous avons rejoint à pied Grosvenor Gardens, en passant devant le maréchal Foch et sa clique de pigeons. Nous avons sonné chez Zorby, et on nous a fait entrer. C'est Steele qui nous a accueillis. De taille moyenne, les cheveux grisonnants, vêtu d'un costume ordinaire, il faisait preuve d'une certaine politesse mais aussi d'une touche de réserve parfaitement compréhensible. Les journalistes et les espions se sont toujours mutuellement considérés avec la plus grande suspicion. Par bien des aspects, ils faisaient le même métier, entretenir leurs sources, rassembler des informations, les passer au crible, séparer les faits de la fiction. Les deux groupes travaillaient pour un public différent, les journalistes pour quiconque avait une connexion Internet, et les espions pour un petit cercle d'officiels, à qui rien n'échappait. Souvent, j'imagine, le résultat était le même, mais les espions avaient un avantage. Ils recevaient de la matière grâce aux écoutes du gouvernement et à des sources secrètes. Steele avait accepté de nous recevoir à 4 heures de l'après-midi. À ce moment-là, son enquête n'avait pas encore fait la une des journaux du monde entier et il ne s'était pas encore retiré de la vie publique, aussi nous sommes tous les trois ressortis dans la rue pour trouver un endroit où boire une tasse de thé. Nous avons d'abord tenté notre chance au Bowles Brothers, un café et bar à vin dont les auvents verdonnaient sur Lower Grosvenor Garden, mais une serveuse est venue nous dire qu'ils étaient complets, les tables étaient réservées pour des soirées d'entreprise. À l'occasion des fêtes de Noël. Nous avons donc traversé la rue jusqu'au Shakespeare Pub, le nom inscrit en lettres noires sur fond or, un portrait du barde en personne accroché au-dessus de la porte. Nous avons trouvé une table discrète. Je suis allé au bar et j'en suis revenu avec nos consommations, bière pour Steele. Coca pour Nick et thé pour moi. Le décor avait pour thème le chemin de fer des publicités pour la Great Western Railway, des vieilles photos en noir et blanc représentant des hommes coiffés de casquettes plates en train de lire dans un wagon et des jeunes femmes barbotant dans la mer près d'une plage. Steele aimait rester dans l'ombre, loin de la notoriété et de l'agitation. Dans le monde des renseignements, moins les gens en savaient sur vos activités, mieux c'était. Rester invisible constituait un atout. Les reporters, ils savaient des choses, mais pouvaient s'avérer indiscrets et parfois peu fiables, était un mal nécessaire. Avez-vous entendu parler de moi ? A-t-il demandé. J'ai dû admettre que non. Je connaissais la plupart des experts de la Russie à Londres, mais pas Steele. Tant mieux, a-t-il répondu. Je préfère. La réticence de Steele relevait de l'habitude professionnelle. D'abord, c'était un ancien espion, ensuite, il était lié par les règles du secret commercial. Il n'allait rien me dire au sujet de ses clients. Il n'existait pas la moindre trace de son implication dans l'enquête la plus importante de ces dernières décennies. En outre, ceux qui critiquaient, trahissaient ou enquêtaient sur Poutine connaissaient souvent des destins tragiques. Un de ses détracteurs s'appelait Alexander Litvinenko, ancien officier du FSB qui avait fui la Russie en 2000 après avoir dénoncé la corruption aux plus hauts échelons de son organisation. 2 ans plus tôt, il s'était fait virer par Poutine en personne. Exilé à Londres, Litvinenko accusait le président russe dans des livres et des articles. Ses amis l'ont prévenu que rien de bon n'en sortirait. En 2003, le M16 a recruté Litvinenko en tant qu'expert du crime organisé en Russie. Il donnait des conseils aux services de renseignement britanniques et espagnols. Sa thèse, plus tard citée dans des messages diplomatiques américains ayant été divulgués à Madrid, accusait le Kremlin et ses agences de renseignement pleines de ressources d'avoir fusionné avec la mafia. En effet, ils formaient une seule entité criminelle, un État mafieux. En guise de récompense, Litvinenko a eu droit à une tasse de The Radioactive, servie par 2 Russes dans le bar d'un hôtel londonien. L'hôtel en question, le Millennium, se trouve près de l'ambassade américaine sur Grosvenor Square, dans un quartier bien connu des espions russes. Si les agents de la CIA en poste avaient passé la tête par leur fenêtre du 3e étage le 1 novembre 2006, ils auraient pu apercevoir les assassins de Litvinenko, Dmitri Kovtun et Andrei Lugovoy, sortir par la porte à tambour de l'hôtel. Selon une enquête publique britannique, Poutine aurait probablement approuvé cette opération.
J'avais passé une décennie entière à travailler sur cet assassinat, et Steele avait lui aussi suivi l'affaire de près. Il n'a jamais rencontré Litvinenko, mais c'est lui qui a mené l'enquête sur ce meurtre sans précédent. Il en a conclu que l'opération avait reçu le feu vert des plus hautes autorités russes. L'arme du crime, le polonium, était un isotope extrêmement radioactif, rare et létal. Ingérer ce poison, c'était la mort assurée. Dans le cas de Litvinenko, elle a mis plus de 3 semaines de souffrance à arriver. Sans rien savoir de la poudrière sur laquelle Steele était assis, nous étions venus lui parler d'une enquête que nous menions discrètement depuis l'élection américaine sur les rapports entre Trump et la Russie. Nous avions 2 pistes. L'une était fascinante, mais relevait à ce moment-là de la pure spéculation. Elle disait que la Russie avait financé secrètement la campagne de Trump via une institution occidentale. Nous ne connaissions que les détails présumés, et il n'y avait aucune source principale, aucune preuve. Si elles existaient, elles étaient bien cachées. La seconde était plus sérieuse. Nous disposions de documents prouvant que des bureaucrates russes haut placés et quelques initiés au bras long avaient blanchi 20 milliards de dollars. Le plan était ingénieux, la piste impliquait des avocats britanniques, des juges moldaves, une banque lettonne et des sociétés anonymes basées à Londres. L'argent liquide avait circulé partout, notamment via des comptes bancaires américains chez JP Morgan Chase, Wells Fargo et autres. L'identité de la plupart des bénéficiaires demeurait un mystère. Une partie du liquide avait été cachée offshore. La combine avait notamment servi à mener des manœuvres politiques à l'étranger, ce qui prouvait bien la porosité du système bancaire américain vis-à-vis de l'argent russe. S'il était possible de blanchir de l'argent, il devait également être possible de le réinvestir dans une opération de piratage informatique discrète, ou dans n'importe quoi d'autre. Steele écoutait plus qu'il ne parlait. Il n'a pas confirmé la véracité de nos histoires, mais il nous a fait comprendre que nous étions sur la bonne voie, et il nous a offert des pistes parallèles. Il faut que vous jetiez un œil sur les transactions immobilières de Trump. Comparez leur valeur avec l'argent que Trump a obtenu grâce à des prêts. Cette phrase faisait vraisemblablement référence à l'ancienne demeure de Trump en Floride. Il avait acheté la maison en 2004 pour 41 millions de dollars, avant de la revendre 4 ans plus tard 95 millions à un oligarque russe. Même en tenant compte de l'inflation, des travaux que Trump affirmait avoir fait sur la propriété, de l'image de marque de celui-ci et des lubies dont un homme très riche est capable pour investir aux États-Unis, un tel profit paraissait extraordinaire. Ce qui compte, c'est cette différence, a dit Steele. Un autre grand thème abordé durant la campagne avait été celui des relations de Trump avec les femmes, suite à la réapparition d'un enregistrement de 2005 sur lequel il fanfaronnait sur les avantages d'être une star. Un des privilèges ? Quand il rencontrait de belles femmes, il n'avait qu'à les attraper par la chatte. Trump s'est excusé à ce sujet, insistant sur le fait que les femmes qu'il accusait de harcèlement sexuel étaient des menteuses, des dévergondées intéressées par la politique plus que par la justice. À notre grande surprise, Steele a insinué que Trump et le sexe étaient une bonne piste, sans donner plus de détails. Il n'allait pas nous en dire beaucoup plus, cependant il avait l'air prêt à nous confirmer, ou à démentir, les informations que nous avions obtenues ailleurs, ce qui est très utile pour des journalistes d'investigation. Au bout de 45 minutes, Steele a dû nous quitter. La situation rappelait clairement le Watergate. Notre mission était claire, suivez le sexe. Suivez l'argent. Nous sommes partis de notre côté, déterminés à poursuivre notre enquête. C'est là que toute cette affaire a pris de l'ampleur. 2 jours plus tard, le travail de Steele atterrissait sur le bureau d'Obama, mais ses racines remontaient à plusieurs décennies en arrière.